tous. Donc, j'ai une démo à faire tout à l'heure qui est un petit peu touchy. Avec un peu de chance, ça marchera, mais je vous garantis rien. Mais c'est pas grave, à la rigueur, je pense qu'avec les slides que je vais présenter, vous aurez toutes les billes pour refaire ça chez vous si vous en avez le temps et l'envie. Donc aujourd'hui, on va parler du média routeur d'Android. Et on va se fixer un objectif assez simple, hein, c'est de se faire un peu un Chromecast-like avec un Raspberry Pi. Donc au fil de la présentation, je vais d'abord vous introduire ce que c'est le FoobarCast en quelques mots. On va évidemment parler du média router, donc c'est carrément le framework du média router, avec les différents outils qui sont mis à disposition, donc le petit bouton, les providers, et également les petits dialogues que peut-être certains d'entre vous ont déjà manipulés. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des applis pour le Chromecast. Vous êtes un peu familier avec... ouais, ok, donc ça va peut-être vous évoquer un certain nombre de choses. On va parler de la découverte également, parce que finalement c'est ça le point fort en fait de cette présentation, c'est comment on va faire pour découvrir qu'il y a un périphérique qui nous convient sur notre réseau. Donc pour ça, je vais faire un certain nombre de rappels, si besoin, hein, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Je vais parler notamment de SSDP, de Dial, de MDNS et de DNSSD. Et ensuite, il y aura une petite partie intégration avec une démo si elle veut bien fonctionner. Alors le FoobarCast, qu'est-ce que ça va être? Ça va être en fait un Raspberry Pi qu'on va venir brancher sur une télé, qui va s'affairer avec la gateway qui est dans votre domicile, donc ça peut être une netbox, ça peut être un modem router, ça peut être plein de choses. Et on va le piloter avec une application Android qui va s'intégrer avec le framework du média router. Une fois qu'on aura pu appairer notre téléphone avec notre petit dispositif, en gros ça va être comme une télécommande qui va lui permettre de streamer des contenus depuis Internet, depuis votre réseau local, depuis ce que vous voulez. En fait, l'idée c'est vraiment de vous donner toutes les billes pour que vous fassiez après à peu près l'appareil qui convient mieux à votre cas d'usage. Donc comment ça va marcher? C'est assez simple. Mon téléphone, via la gateway domestique, va se connecter sur mon petit Raspberry Pi, va lui envoyer des commandes, et ces commandes, typiquement, elles vont aller lui dire de récupérer, par exemple, un flux vidéo sur Internet, une appli web, ce genre de choses. Ok? Alors, clairement, faire cette manip, c'est un peu comme essayer de gravir une grosse montagne, parce que même s'il y en a certains qui ont utilisé le média router, on se place souvent côté client, on est utilisateur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe derrière, et on va se mettre vraiment en tant que fournisseur d'une média route qui est customisée pour notre Raspberry Pi. Donc évidemment, comme pour l'ascension d'une montagne, il faut un petit peu de préparation. Et typiquement, nous, la préparation, ça va consister à se familiariser avec tout ça. Et je suis désolé, hein, il y a beaucoup de talks sur l'UX, ce genre de choses. Nous, on va parler beaucoup de protocoles. Et l'UX, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout ma thèse de thé. Donc, il faudra faire avec. Et en fait, en termes de protocole, il y a trois grands éditeurs de normes, de specs qu'on va aborder. Donc il y aura Netflix. Netflix parce qu'ils ont développé, ils ont défini un protocole qui s'appelle Dial. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. L'UPnP Forum, qui est typiquement ce qu'il y a ceux qui ont spécifié tout ce qui tourne autour de DLNA, ce genre de choses, ce que vous connaissez sûrement, vous avez peut-être un media center chez vous. Et surtout, on va beaucoup parler de l'IETF. L'IETF parce que évidemment, on parle de protocole, on est sur IP, on va communiquer avec notre Raspberry Pi via du Wi-Fi. Donc on va s'amuser à aborder différents RST, je ne sais pas si vous les connaissez par cœur, sur IP, UDP, TCP, on va parler d'IGMP, de multicast DNS, de DNSSD, et également de documents qui ne sont pas forcément des documents normatifs, comme un certain nombre de drafts, comme le draft ici de GNAT qui est utilisé dans les SSDP. Ça vous va? Donc le média router, ceux qui l'ont manipulé savent que dans une des supports téléphoniques qui est fournie par Google, il y a une classe qui s'appelle média router. Mais effectivement cette classe, c'est beaucoup plus que ça. Quand on parle du média router, c'est complètement un framework. Un framework qui va également définir des callbacks qui vont pouvoir interagir avec votre application, mais qui vont également interagir avec d'autres widgets qui sont fournis par la support library comme le MediaRoute bouton, le MediaRoute Action Provider. On va avoir nous des MediaRoute Providers
qui vont pouvoir s'interfacer avec, qui vont pouvoir s'intégrer dans le framework du media router, et puis du code custo que vous allez devoir vous développer et que je vais vous aider à comprendre. Évidemment, il y a encore quelques autres briques dans le puzzle, mais si je mets tout, ça va devenir un peu visible, et surtout, je ne vais pas forcément les aborder, donc c'est pas la peine de les mettre en évidence tout de suite. Donc, tout d'abord, le media router. Le media router, c'est un composant en fait, qui va permettre à une application de piloter un autre device sur le réseau et d'en faire à peu près ce qu'on veut à la base. Parce que le media router, finalement, il est agnostique à ce qu'on va faire avec, pour peu qu'on définisse un provider. Il y a des callbacks. Donc les callbacks, elles vont permettre en fait à votre application d'être informée d'événements qui sont relatifs au changement de route. Des routes peuvent être ajoutées sur le réseau, elles peuvent être supprimées, elles peuvent être sélectionnées par l'utilisateur via des dialogues, et elles peuvent être évidemment désélectionnées. Il y en a encore quelques autres, mais avec celle-ci déjà on va pouvoir s'amuser un petit peu. Le Media Route Bouton et le Media Route Action Provider sont des composants que typiquement vous allez utiliser, donc vous n'êtes pas forcé de le faire, mais en général dans une application c'est ce qu'on va mettre en œuvre. Le Media Route Bouton, c'est le petit bouton de casque qui apparaît en haut à droite traditionnellement dans l'action bar d'une application. Et typiquement pour faire ça, c'est associé à un Action Provider qui va vous simplifier un peu le dev et puis surtout la mise en place du bouton. Ce petit bouton, quand vous allez appuyer dessus, si vous n'avez pas de route sélectionnée, il va vous afficher un Media Route Chooser Dialog qui va vous donner la liste des devices sur lesquels vous pouvez vous connecter. Et une fois que vous êtes connecté à un device, si vous rappelez sur le bouton, il va vous envoyer un Media Route Controller Dialog pour pouvoir par exemple arrêter de caster ou en fonction de l'aboutissement de vos devs, de fixer le volume sur le périphérique, de faire avance-retour sur un flux vidéo, tout un tas de choses comme ça. Donc tout ça, c'est vraiment fourni dans la support librairie. Évidemment, si vous en avez envie, ces deux dialogues-là, vous pouvez également les redéfinir. Il n'y a rien qui vous en empêche. Ce qui va nous concerner, nous, principalement aujourd'hui, c'est le Media Route Provider. Le Media Route Provider, il va vous permettre de découvrir des routes. Et surtout, il va vous permettre de les annoncer au Media Router afin que celui-ci puisse, par exemple, les afficher dans un de ses dialogues, vous afficher la présence ou non du bouton dans l'action bar. Et ce qu'on va faire pendant les 3 quarts d'heure qu'on va passer ensemble, c'est voir comment on va définir notre propre Media Route Provider et quelles sont les technologies qui peuvent être mises en œuvre pour justement réaliser cette découverte. L'application, le code pour le Media Route Provider, ça c'est vous qui voyez. Après l'application, les démos que je vais vous faire sont avec des applications assez brutes de fonderie parce que ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est l'aspect protocolaire qui est sous-jacent. Ne vous étonnez pas si je dis que c'est pas forcément super présentable. Mais surtout, le code custo qu'on va se faire dans le Media Route Provider, il va nous permettre de découvrir notre petit Raspberry Pi. Alors, je ne sais pas si ceux qui n'ont pas vu, il est juste ici. Et à l'issue de la presse, normalement, on devrait streamer du contenu dessus. La manière dont tout ça va s'agencer, ça va ressembler un peu à ça. Donc, il faut y aller pas à pas. Quand on ne connaît pas le Media Router, le mieux, vraiment l'idéal, c'est de se faire un petit programme, de mettre des breakpoints et d'essayer de bien comprendre la mécanique. Mais, comme vous êtes là aussi pour peut-être aller un peu plus vite dans la compréhension du framework, je vous donne dans les grandes lignes un exemple d'une appli qui affiche juste le bouton et qui permet en fait d'afficher la pop-up ou d'enlever la pop-up. Typiquement l'appli, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ajouter une callback sur le Media Router. Le fait d'ajouter cette callback, ça va invoquer sur notre route provider une callback qui s'appelle OnDiscovery Request Change pour indiquer qu'il y a une découverte qui doit être réalisée par notre provider. Notre provider, son rôle, ça va être justement d'utiliser tous les protocoles que je vous ai annoncés tout à l'heure pour essayer de trouver un périphérique qui convient sur le réseau. Une fois qu'il en a trouvé, il y a une méthode au niveau du provider qui s'appelle setDescriptor. Donc c'est vraiment le descripteur de toutes les routes qu'on peut utiliser. Le fait d'invoquer cette méthode, ça va invoquer un OnDescriptorChange sur un Media Route Provider callback. Donc ça, c'est dans la tambouille du Media Router. Ça, à la rigueur, ça ne vous concerne pas particulièrement. Et ce que va faire le Media Router, une fois qu'il a vu que le descripteur avait changé, il va aller invoquer des callbacks
du média routeur, donc en route à guide par exemple, et ça va être adapté sur toutes les callbacks qui ont été attachés. Donc typiquement dans votre application, vous allez en mettre une pour savoir ce qui se passe, mais par exemple, le chooser dialogue, si elle est affichée, eh ben, il va également mettre des callbacks pour pouvoir mettre à jour la liste des devices qui sont affichés dedans ou pas. Donc c'est ce qu'on voit ici, donc il y a un route qui passe. Si depuis ce chooser dialogue, je sélectionne une route, ça va invoquer une méthode selectRoute qui va déclencher l'invocation de onRoute selected à la fois donc, sur mon appli et sur ma dialogue. Sur mon appli, je fais éventuellement quelque chose pour dire que j'ai sélectionné, je prends les mesures qui me paraissent appropriées pour le faire. Le dialogue, lui, de son côté, ce qu'il va faire, c'est qu'il va invoquer la méthode dismiss pour supprimer le dialogue. Voilà, donc le code peut devenir très vite verbeux, mais d'un autre côté, vu la complexité qu'on va voir, ça ne paraît pas complètement aberrant. Alors, on va faire une première petite démo. Ouais. Donc, première chose que vous serez amené à faire très certainement, c'est d'utiliser l'Action Provider. Donc, si je crée dans mes menus ce petit bout de XML, ça va dire à l'application que je vais pouvoir le mettre en œuvre. Le mettre en œuvre à travers, ça, je pense que vous connaissez globalement. Hop. Dans le OnCreate option menu, je vais pouvoir aller récupérer mon Action Provider. Et la première chose que je vais devoir faire, c'est de lui donner un route selector. Le route selector, c'est un objet qui va permettre de définir le type de périphérique que je veux récupérer. Ça peut être un Comcast, ça peut être un truc Amazon, ça peut être plein de choses. Et c'est à travers le sélecteur que je vais pouvoir énoncer justement les différents critères de sélection de mes appareils. Et derrière tout ça, ce qu'il faut que j'ajoute, en termes d'illustration, dans un premier temps, c'est un provider. J'ai défini un foobar cast provider, évidemment, dont j'annonce l'existence à mon média routeur. Il y a également un provider qui s'appelle foobar cast qui peut rendre un certain nombre de services. Et mon sélecteur, en fait, je le définis en lui spécifiant juste ce qu'on appelle une contre-catégorie qui s'appelle foobar. Donc je vais lancer ça. Super. Ce que je fais dans le code uniquement, c'est récupérer l'événement sur ici le petit toggle pour aller publier ou dépublier une route. Donc ce qu'on voit bien, c'est que si je dépublie la route, mon icône disparaît. Si je la publie, elle apparaît. Pour vous montrer un peu en quoi consiste le descripteur, ça va être typiquement les infos qu'on va retrouver ici. Là, en changeant le nom de mon périphérique, quand je vais vouloir afficher le nom de la route, ça va changer. Maintenant, c'est Alice, parce que je lui ai dit, dans son descripteur, il y a une des routes qui s'appelle Alice. Ce que je peux faire également, c'est choisir l'icône. Là, j'avais mis l'icône par défaut. Là, je vais avoir un Raspberry Pi. Je peux lui dire, ben voilà. L'icône qui va apparaître, c'est pas celle du casque par défaut, c'est l'icône de mon Raspberry Pi. Ça va jusque-là? Donc la manière dont c'est fait, si je vous reviens sur le code, au niveau de mon provider, je zoome ou pas, c'est bon. J'ai défini deux méthodes, publish et unpublish, qui vont créer un media route provider descriptor sur la base des infos qui sont passées en paramètres depuis l'application. Donc je passe le nom, le type c'est pour changer l'icône, le nom c'est le nom qui s'affiche dans le dialogue. Ok? Si vous repensez au petit call flow que je vous ai montré tout à l'heure, il y a quelque chose que je n'ai pas mis en évidence ici, et j'ai pris un petit raccourci. C'est-à-dire qu'en fait, quand je change de toggle, je fais un refresh route, et je publie directement depuis mon provider la route. Je publie. Dans la vraie vie, c'est pas ça que vous allez vouloir faire. Vous allez vouloir implémenter une autre callback, qui est le
Undiscovery Request Change, que j'ai montré dans le call flow, parce que finalement, sur votre téléphone, des providers, vous pouvez en avoir plusieurs. Et nécessairement, votre appli ne va pas embarquer tous les providers qui sont là. Si vous parlez d'un Chromecast, en fait, vous n'allez pas embarquer le provider du Chromecast. Le provider du Chromecast, il va être dans les services de Google, et son implémentation ne sera pas du tout vue de votre côté. Qui est fourni avec la support library, c'est juste l'interface avec le media router, le provider, vous ne voyez juste pas. D'accord? Donc même si on peut publier une route directement, utiliser un provider comme je l'ai fait rapidement pour montrer qu'un appareil disparaît, bon, il n'y a rien qui vous en empêche, l'usage courant veut qu'on implémente dans le provider une méthode qui s'appelle Undiscovery Request Change, qui, elle, va signifier au provider qu'il faut qu'il active la découverte. Ça vous va? Alors pourquoi? Parce que, voilà, si je reprends ici ce petit schéma, je peux avoir par exemple Google Home, qui va s'interfacer avec le route contrôleur qui est dans les GMS. Si je me fais une appli YouTube, par exemple, YouTube ou une autre, quand on va appeler une méthode play, ça peut passer par un remote playback client, que je vais vous décrire rapidement, parce qu'on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui, qui va envoyer des requêtes de contrôle sur une route, qui vont envoyer des callbacks sur le route contrôleur, qui vont faire que ça va s'afficher. Donc vous avez vraiment une couche d'abstraction complète et très, comment dirais-je, très bien ficelée, qui va vous masquer la complexité du provider depuis votre application. Tout ce qui est remote playback client, je ne vais pas l'aborder parce que je pense qu'on n'aura absolument pas le temps de le faire, mais vous savez que ça existe, et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez également définir, qui va vous permettre un cran d'abstraction supplémentaire par rapport à ce que je viens de vous montrer. Au niveau d'une appli, donc une appli par exemple 1 peut proposer un route contrôleur qu'elle va utiliser directement, mais également, si elle veut, elle peut également s'interfacer avec un route contrôleur qui est fourni par un autre provider. C'est typiquement ce qui se passe si vous avez une application qui va marcher avec Chromecast et par exemple la télé d'Orange ou le stick d'Amazon, ce genre de choses. Ok? Mais ça, clairement, on n'aura pas le temps de voir. On va tout de suite s'intéresser en fait à la découverte. La découverte, elle va s'opérer sur notre réseau domestique, typiquement, et sur votre réseau domestique, je ne sais pas si chez vous c'est comme chez moi, mais il y a plein de périphériques dans tous les sens. Vous avez une télé, un laptop, vous avez la set-top box, la tablette, bon bref, vous avez plein de choses. Donc tous ces périphériques vont faire l'objet de la découverte pour aller trouver le bon. Et une des caractéristiques de pas mal de ces périphériques, c'est que à un moment ils sont sur le réseau, et potentiellement à un moment ils n'y sont plus. Donc c'est pour ça que la découverte est un processus qui peut être assez compliqué dans la mesure où ça bouge sans arrêt. Et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de protocoles qu'on va regarder maintenant. Donc, au niveau de la couche la plus basse du réseau, globalement, pour savoir qu'un service va être rendu par un des équipements, il y a 3 approches à la louche. Celle du bon, celle de la brute et celle du truand. Je vais les prendre dans le désordre. Il y a l'approche du truand. L'approche du truand, en fait, c'est l'unicast. C'est pour ça que j'ai mis cette photo. En fait, c'est juste 2 personnes qui parlent face à face et qui tiennent une discussion juste à 2, en pierre tout pierre. Quand je suis en unicast, si je veux savoir quels sont les périphériques qui sont sur mon réseau, je vais devoir aller faire une espèce de scan sur toute la plage d'adresse de mon réseau pour savoir, ah bah tiens, toi, est-ce que tu sais faire ce service? Oui, non. Donc là, typiquement, je tape sur une set-top box lambda, est-ce que tu sais faire un barcast? Elle va me dire, bah non, je ne sais pas de quoi tu me parles. Je vais envoyer ça sur mon PC. Bon, mon PC, par exemple, peut implémenter mon barcast, il va me dire, ok, pas de problème. Je vais envoyer ça sur mon petit Raspberry Pi, il va me dire, ok, pas de problème. Ce qui va se passer avec l'unicast, c'est qu'en fait, on va même aller essayer d'envoyer des requêtes sur des machines qui n'existent juste pas. Parce que si on fait un scan complet du réseau, c'est juste un truc à éviter à tout prix parce que ça n'a absolument pas de sens et c'est complètement sous-optimal. Voilà pour l'unicast. La deuxième approche, c'est celle de la brute. La brute, c'est celui en fait qui va faire du broadcast. Il va envoyer un paquet pour savoir si quelqu'un est disponible sur le réseau pour rendre son service à tout le monde, en utilisant une adresse de broadcast, et évidemment, il y a des dispositifs qui vont vous dire, non, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc on aura envoyé du trafic inutilement sur un certain nombre de devices. Évidemment, on n'en a que 3, si vous en avez 12 ou 15, vous vous rendez bien compte que c'est pas non plus l'idéal. La bonne approche, ça va être le multicast. Le multicast, ça veut dire que vous allez avoir un groupe de personnes qui sont tous impliqués dans une seule et même discussion. En multicast, on va envoyer une requête, le routeur va la forwarder uniquement
aux personnes qui sont intéressées par cet échange. Donc là, vous voyez, cette pop-up n'a pas du tout été invoquée dans l'échange. Le multicast, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui a été très utilisé par exemple pour la diffusion de télé, parce que typiquement, quand vous avez un flux TV, vous ne pouvez pas l'envoyer en unicast à tout le monde, ça fait un débit monstrueux, vous l'envoyez en multicast uniquement aux décodeurs qui sont par exemple fixés sur une chaîne donnée. Vous allez récupérer uniquement ce flux-là et il va être diffusé à tous les décodeurs qui sont abonnés sur cette chaîne. Donc pour faire ça, ça utilise une plage d'adresse qui est spécifique, donc, que j'ai mentionné là. Si un jour vous voyez une de ces adresses-là, vous saurez que c'est du multicast. Et en fait, la particularité, c'est que les 4 bits de poids fort du premier octet de gauche sont tous à 1, 0. Voilà. Donc ce qu'on a, ça, typiquement, l'ensemble de cette notation, c'est l'adresse. Le groupe, ce qu'on appelle groupe multicast, c'est uniquement les 28 bits restants. Donc pour faire du multicast, on va avoir besoin d'un protocole supplémentaire qu'on appelle IGMP, que je vais vous montrer juste après. Et de fait, l'usage du multicast va empêcher de faire du TCP. Parce que là, vous parlez à tout le monde, le TCP c'est vraiment une connexion peer-to-peer, donc le multicast ça ne s'applique pas. Si vous prenez une trace sur un téléphone, par exemple, parce que là je l'ai pris sur un téléphone, vous pouvez le faire sur votre Mac, vous pouvez avoir typiquement ce type de trafic si vous filtrez sur IGMP, avec par exemple une adresse d'unicast, qui cible une adresse de multicast, avec ici, par exemple, un message qui dit membership report. Là, typiquement, j'ai mon foobar qui indique au groupe 239, 255, 255, 250 qu'il en fait partie. Vous pouvez voir un autre type d'échange qui est, cette fois, le routeur demande à tout le monde quels sont les groupes auxquels vous êtes intéressés. Donc ça, le routeur, il va le faire périodiquement. Vous voyez ici, c'est l'adresse de mon routeur. Et il envoie ça sur une adresse spécifique pour justement, j'ai envie de dire, énoncer cette question. Vous allez avoir vos dispositifs qui vont répondre. Vous avez un foobar qui répond, bah oui, moi je suis intéressé par ce même groupe que j'avais annoncé tout à l'heure, et je suis également intéressé par cet autre groupe. Ça va recommencer ponctuellement, le routeur, pour mettre à table justement son arbre de répartition des flux, va vous demander quels sont les groupes auxquels vous voulez vous abonner. Et si vous arrêtez votre pile, votre multicast, votre appareil va indiquer à tous les routeurs qui quittent le groupe pour qu'ils puissent également se mettre à jour et ne plus vous forwarder de trafic. Pourquoi tout ça c'est important? Je vous parle du multicast, du broadcast, c'est très protocolaire. Et j'ai envie de dire, quand on est développeur, on ne se sent pas tout le temps concerné par ce genre de détails. Tout simplement parce qu'en fait, ça a forcément des impacts au niveau des API qui nous sont fournis. Typiquement, sur Android, pour pouvoir écouter du trafic multicast, vous allez avoir besoin de récupérer un multicast lock. Donc si vous ne savez pas exactement de quoi on parle quand on parle de multicast, ce truc multicast lock, à la rigueur, j'ai envie de dire, pour certains, ça n'évoque juste rien du tout. Typiquement en Wi-Fi, si vous voulez écouter du trafic multicast, vous avez besoin de prendre ce lock sur Android. Vis-à-vis du broadcast, par exemple, il y a aussi une petite spécificité dans l'API Java qui cible ce cas-là. C'est sur le set broadcast. Vous avez un booléen qui dit oui ou non pour dire est-ce que sur la socket IDP que je vais utiliser, j'ai le droit d'envoyer du trafic en broadcast. Typiquement, ça a été juste rajouté pour éviter que par mégarde, si vous avez par exemple une appli avec un champ qui vous demande de saisir une adresse IP, pour pas que vous puissiez saisir une adresse de broadcast sans que vous l'ayez vraiment explicitement indiqué dans votre code. Donc finalement, tous ces protocoles ont vraiment une incidence sur la vie du développeur au quotidien. Enfin, au quotidien, mais ça peut l'avoir. Donc si on en revient à la découverte, sans surprise, les protocoles qu'on va utiliser vont s'appuyer sur le multicast. Donc il y a notamment SSDB et DNS-SD. Et s'il est couplé à MDNS, on parle souvent de protocole de zéro compte. Parce que vous avez entendu ça. D'abord, SSDP. SSDP, le nom est assez explicite, c'est Simple Service Discovery Protocol, qui est défini par l'UPnP Forum. C'est un protocole en fait qui est basé sur HTTP, comme on va le voir après, qui envoie des annonces et des requêtes en multicast, justement pour détecter les planifiés qui sont intéressés, et toutes les réponses, elles, vont être envoyées en unicast. Si je prends une petite trace, ça va donner ça. C'est à peu près clair, même au fond? Ouais, là. Je vais avoir en fait l'émission d'un paquet qui s'appelle Notify depuis mon périphérique pour qu'il s'annonce sur le réseau. Là, typiquement, ce qu'il fait, c'est que si vous voyez ici, il dit « je suis live », ça veut dire que j'ai un périphérique à l'adresse ici, terminant 59, qui annonce à tout le monde qu'il est de type foobar service cast,
qu'il est en vie et qu'on peut récupérer ici une description du device à cette URL-là. Ça, c'est ce que définit justement l'aspect SSDP. Ce que vous voyez bien, c'est qu'on a une source en unicast, une destination, que vous reconnaissez peut-être vis-à-vis du trafic IGMP que j'ai montré tout à l'heure, qui est le groupe multicast de SSDP. Donc là, le device s'annonce. Évidemment, on n'est peut-être pas nous à l'écoute de l'annonce du device au moment où il démarre. Donc quand on veut faire une recherche, on a une méthode qui a été définie, qui est la méthode msearch. La méthode msearch, c'est en fait une extension de HTTP, c'est ce qu'on voit ici à travers le champ MAN, qui signifie mandatory, ça veut dire qu'en fait notre HTTP doit supporter le namespace SSDP Discover, et on a cette méthode msearch, donc un préfixe m et le nom d'une méthode, qui fait l'objet justement d'une spec de l'UETF. Donc voilà, ce que vous retenez, c'est qu'il y a une méthode HTTP msearch qui est définie, dans laquelle on va dire quel type de service on recherche. Le ST, c'est le search target. Et là, quand je fais mon msearch, ça c'est côté mobile, je vais envoyer ça sur une adresse multicast. Si j'ai un device qui est sur le réseau, il va me répondre. Le truc qu'il faut bien noter, c'est que du coup, il va me répondre en unicast cette fois, parce qu'il sait à qui il doit s'adresser. Et il va me répondre avec un 200 OK, en disant que le search target c'est bien celle qu'on avait demandé, et en indiquant justement à quel endroit je peux récupérer la description du device. Ce que va faire du coup l'appli SSDP, c'est qu'elle va dire, je vais aller récupérer cette description de device pour savoir quelles sont ses caractéristiques. Typiquement, dans les caractéristiques, je vais faire rapidement, on va récupérer un numéro de version et une description de l'appareil avec un frame name, le manufacturer, le model name, manual key, tout un tas de choses qui peuvent être utiles à votre application pour identifier ce périphérique. Donc si on se remet dans le contexte de la petite démo que j'ai fait tout à l'heure, bah, typiquement le nom que je vais afficher dans mon dialogue, ça va être celui-ci, le frame name. Et enfin, si le device arrête son service, il peut envoyer un notify avec cette fois, il est où? Voilà, il est là, avec cette fois le NTF, donc c'est le Notification Type ou Subtype, je crois, qui dit bye bye. D'accord? Donc ça, en fait, le Notify, ça fait partie également d'une spec de l'UETF qui s'appelait GENA. C'était General Event Networking, l'architecture, un truc comme ça. Donc évidemment, ça, c'est un truc que vous n'allez pas tout le temps voir, parce que typiquement, si vous avez un Raspberry Pi, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le débrancher ou couper peut-être un peu sauvagement. Donc le bye-bye, si vous ne coupez pas proprement le logiciel, forcément, vous ne voyez juste pas. Maintenant qu'on a vu GAL, on va pouvoir envoyer sur une autre spec qui s'appelle, on a vu SSDP, on va envoyer sur une autre spec qui s'appelle Dial. Pourquoi on envoie dessus? Parce qu'en fait, Dial va s'appuyer sur SSDP pour faire la découverte. Dans Dial, on va avoir deux grosses parties, qui est la découverte et le lancement d'applications. Dial, c'est ce qui a été défini par Netflix à la base, pour justement permettre de facilement lancer des applications sur une télé. Et donc, il donne un protocole qui ont une exécution spécifiée, qui a été plus ou moins adopté, et qui permet à la fois donc, de découvrir une télé et de lancer une application dessus. Donc dans les deux parties, on a le SSDP qui va faire la détection, et également un petit supplément pour récupérer des infos vers un service REST qui lui va permettre de lancer, interroger, arrêter une appli sur un appareil. On va continuer notre petit défilement de protocole. Au niveau de la recherche, on a un SSDP, donc c'est comme tout à l'heure, on va envoyer un msearch, on va lui indiquer que c'est une extension HTTP, on va lui donner une search target, donc qui est cette fois spécifique à Dial, qui est le Dial multiscreen org service Dial 1. On va récupérer une réponse avec un header location qui me donne la description, l'URL de la description du device. Je vais aller faire un get HTTP sur cette description pour récupérer les infos. Et la petite particularité de Dial, c'est que dans la réponse de cette requête HTTP, ce que dit la spec, c'est qu'on rajoute un header qui est application URL, qui est l'URL du service REST qui va me permettre de lancer ou d'arrêter des applications. Ce petit service REST, il définit donc sans surprise les méthodes get, post, delete pour pouvoir, dans un premier temps, interroger une application. Donc là, si je fais un get sur l'URL c'était apps,
je rajoute le nom de mon application, je vais récupérer une réponse qui va me dire que l'application, le fait que j'ai une réponse, ça m'indique que l'application existe, et qu'elle est dans un état qui est arrêté. Si je veux lancer cette application, en fait, je fais un post sur cette même URL, et je vais récupérer un 201 created qui va m'indiquer que l'application est en train de tourner, et je vais également avoir un header supplémentaire qui me donne une URL qui me permet d'interagir avec l'instance de l'application qui est en train de tourner. Donc vous voyez, en fait, c'est le nom de l'appli avec un /run derrière. Par la suite, si je veux avoir des infos sur l'état justement de cette instance, je vais pouvoir faire ça avec un get, une fois de plus. Vous voyez qu'ici, j'ai un état qui est running parce que mon application est en train de tourner. Si je veux arrêter l'application, je vais envoyer un delete, j'ai un 200 OK, mon application va s'arrêter. Donc Diag, c'est ni plus ni moins que ça. C'est SSDP et un petit service REST qui a été spécifié pour pouvoir facilement interagir avec une appli. Au-delà de Diag, il y a une autre approche qui a été de plus en plus mise en place pour faire de la découverte de device, c'est le MDNS couplé avec DNSSD. Il y a souvent pas mal d'amalgames qui sont faits entre les deux technos. Il faut bien voir que c'est deux choses différentes, qui sont souvent utilisées conjointement, mais ce n'est pas du tout une obligation. Donc le MDNS, lui, va permettre de faire de la résolution de nom sur un réseau local sans avoir besoin d'un serveur centralisé. Donc c'est pour ça qu'on appelle MDNS, parce qu'il va s'appuyer sur le multicast. En gros, tous vos périphériques vont pouvoir répondre à des sollicitations DNS directement. DNSSD, lui, va permettre la découverte de services sur le réseau. Et il est souvent associé à MDNS, mais ce n'est absolument pas une obligation. Donc on va voir les deux rapidement indépendamment. Le MDNS donc, utilise multicast. Il va s'appuyer sur un port différent. Donc en DNS, on est en 53 sur le unicast, on va être en 53-53 sur le multicast. Il va utiliser un top level domain un peu fictif qui s'appelle point local pour indiquer qu'on est uniquement borné au réseau local du domestique dans notre cas. Il va utiliser la section answer en fait qu'on peut retrouver dans les requêtes DNS pour indiquer au réseau qu'il a déjà connaissance d'un certain nombre de périphériques. Il ne faudra pas vous étonner, j'ai une trace d'ailleurs tout à l'heure qui le montre. Quand vous avez une requête MDNS qui part, parfois vous avez des réponses qui sont dans la requête qui posent la question. Il ne faut pas se surprendre. C'est un mécanisme d'optimisation. En gros, c'est le périphérique qui va dire je cherche les services de ce type-là en DNSSD et s'il a connaissance déjà d'un certain nombre de services, le service qui se reconnaît dans la réponse ne va pas répondre. On verra ça un petit peu après. Ça va utiliser des réponses qui sont non sollicitées. Parce que typiquement, comme pour le Notify avec Align de SSDP, si je démarre mon service, il va envoyer une réponse sans qu'on lui ait rien demandé pour dire j'ai un service qui est disponible, ou moi j'ai un enregistrement, parce que là je suis en DNS, je suis pas encore vraiment sur la partie service. Et il va également utiliser ces réponses non sollicitées pour annoncer qu'un enregistrement DNS doit être supprimé, parce qu'on a typiquement arrêté le feedback. Donc pour ça, il va dire que j'avais un enregistrement pour tel hostname, le TTL je le mets à 0 pour signifier qu'il est disponible. Je ne vous demande pas de lire ça, ne vous en faites pas. Ce qu'il faut juste voir, c'est qu'il y a des gros blocs verts pour montrer qu'en fait, avec les outils traditionnels qu'on utilise en DNS, par exemple comme Dig, eh ben, on peut tout à fait faire des requêtes MDNS avec, pour peu qu'on spécifie donc l'adresse multicast de MDNS, qu'on change le port. Et en fait, l'intérêt vraiment qu'il y a dans le DNS, c'est que ça reprend une grosse partie des messages de DNS. Et en termes d'évolution, vu d'un développeur qui travaillerait sur un serveur DNS ou des implémentations de DNS, c'est beaucoup plus facile de migrer. Parce qu'en fait, tout ce qui est parti de messages, c'est exactement la même chose. Donc si je fais une requête vers un service comme celui de Google, vous voyez que la structure à la fois de la requête et des réponses sont tout à fait similaires, avec une subtilité, par exemple ici, c'est que dans la query, on va avoir une indication qui dit que c'est une query en multicast. Voilà. Mais sinon, globalement, le format du message, c'est le même. J'avais fait une deuxième requête pour le montrer. Une des subtilités qu'il peut y avoir dans MDNS, c'est que quand on envoie une requête, traditionnellement en DNS, vous avez dans la réponse la requête qui est indiquée. En MDNS, ce n'est pas nécessaire. Voilà, c'est juste pour ceux qui connaissent DNS, quand tu passes à MDNS, il y a un certain nombre de petites subtilités dont il ne faut pas forcément s'étonner. Et pour ça, justement, je vous invite à lire le spec si un jour vous avez des questions par rapport à ça. Le DNSSD maintenant. Donc il va être applicable à DNS et MDNS. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête.
c'est pas du tout quelque chose qui est complètement adhérent, enfin les deux ne sont pas adhérents l'un avec l'autre. DNSSD, ce qu'il va faire, c'est qu'il va définir comment un service va pouvoir être décrit avec les enregistrements DNS traditionnels, et il va s'appuyer sur les enregistrements de type SRV et TXT. Pour rechercher une instance d'un service, on va interroger les enregistrements de type PTR. Pareil, ceux qui connaissent DNS vont s'y retrouver, ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être un peu plus abscon. Mais en gros, un PTR, c'est juste un pointeur d'une ressource vers une autre, un DNS. Et ce que définit DNSSD, et c'est ça qui est le plus important pour nous, c'est qu'il définit par exemple qu'une instance d'un service va avoir ce format-là. Un nom d'instance, point le service, point le domaine. Donc si je me mets dans le cas de mon foobarcast, si j'ai un device qui s'appelle Bob, je vais l'appeler Bob, point, tiré bas, foobar, c'est le service, point, tiré bas, TCP, ça fait partie du service également, point TCP, et le domaine, ce sera local. Et dernière petite utilité de DNSSD, c'est qu'ils ont défini une espèce de méta-requête qui est service DNSSD UDP pour lister tous les services qui sont disponibles. Si vous voulez vous amuser avec DNSSD, vous pouvez assez facilement le faire sur un Mac ou sous Linux. Il y a des outils qui sont installés de base, que vous pouvez facilement installer. Donc sur Mac, il y a DNSSD qui est fourni vraiment out of the box. Et sous Linux, vous avez toute une série d'utilitaires qui sont dispo via le package d'Avail. Donc typiquement, avec les commandes, je peux par exemple ici lister tous les services qui sont annoncés en DNSSD. Je peux, si je veux, enregistrer un service dont le nom sera Alice sur le service foobar TCP. Je spécifie un port. Le port, c'est ce qui sera indiqué dans la réponse de la requête DNS. Et si je veux faire vraiment la résolution de mon service, je vais pouvoir faire un DNSSD avec -L, le nom de mon instance, le type de service, et j'aurai toutes les informations qui concernent. Typiquement, si vous prenez une trace, ça va donner ça. J'enregistre ici un service qui s'appelle foobar1, de type foobar TCP. Quand je vais faire une recherche dessus, je vais envoyer une requête depuis mon terminal avec underscore foobar tcp.local pour dire je recherche un service qui s'appelle foobar. C'est une requête donc, du coup, qui passe en MDNS. Et la réponse, en quelques mots, je vais avoir effectivement, j'ai un service ici de type foobar TCP qui s'appelle foobar1 et toutes les informations, je vais les récupérer ici. Un enregistrement TXT si je veux lui passer des informations supplémentaires et surtout un enregistrement SRV avec un port. Si vous faites le pendant, vous pouvez récupérer, vous pouvez refaire une URL par exemple comme celle du SSDP et Lydian. Il y a un mécanisme qui s'appelle le Known Answer Suppression en DNSSD, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui fait que quand on envoie une requête, vous pouvez éventuellement donner les réponses que vous connaissez déjà dedans. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est sacrément compliqué. Hein. C'est pas parce qu'on est en Wi-Fi sans fil et qu'on est habitué à ce que tout marche du premier coup. Derrière, il y a beaucoup de protocoles qui sont mis en œuvre. Et du fait, toute cette complexité, parce que je pense que vous aurez compris que c'est assez compliqué, ça peut mener à un certain nombre de soucis. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en début d'année, il y avait eu des problèmes sur certains routeurs domestiques liés au Chromecast, au Google Home, à tout un tas de petits gadgets fournis en l'occurrence par Google. Et il s'est avéré que, selon certaines personnes qui ont investigué le souci, c'était lié à l'implémentation de MDNS. Typiquement, il y avait un certain nombre de périphériques qui flouaient complètement le réseau domestique avec des payloads MDNS et il y avait des routeurs qui ne supportaient pas. Donc voilà, il y a une complexité qui est là. Je ne vous demande pas de savoir tout par cœur, donc ça c'est l'exemple d'une trace qui avait été prise à cette occasion-là, où on voit que le trafic MDNS faisait complètement craquer les routeurs. Donc ça peut vraiment être parfois une source d'envie, et quand il y a un souci, ça vaut toujours le coup de comprendre un petit peu les tenants aboutissants des specs qu'on vient d'évoquer. Parce que finalement, nous, en tant que développeurs, ce qu'on voit, c'est une API qui en général est beaucoup plus simple que toute la complexité qui est sous-jacente. Sur Android, si vous voulez faire par exemple du DNSSD avec toutes les